Donc, à la suite de Jean-Baptiste Vidalou, je vais appuyer cette critique de la transition énergétique qui est née, enfin pour moi à la Massad en tout cas, c'était une chose sur laquelle j'avais déjà un regard critique, mais j'ai découvert la Massad et j'ai découvert tout un argumentaire très convaincant et qui a fait écho avec mon travail de thèse, donc que j'ai soutenu l'année dernière, sur l'histoire des énergies renouvelables. Moi, j'ai étudié le cas de la France et depuis le 19e siècle. Donc l'idée de cette présentation, c'est de montrer comment certains résultats de ma thèse peuvent alimenter un regard critique sur ce projet de transition énergétique. Donc pour être un peu plus précise sur ce que j'entends par transition énergétique, c'est pas une remise en question de la nécessité d'un changement dans les modes d'utilisation et de production de l'énergie. C'est un projet assez précis qui est porté actuellement par le gouvernement français et qui est encadré par une loi qui est très explicite dans son nom, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc le but de cette loi, c'est explicite, hein, c'est d'une part la lutte contre le réchauffement climatique, donc ça c'est l'argument écologique, et la croissance économique. Donc ça c'est l'argument économique et les deux doivent fusionner dans ce projet. Dont l'une des principales mesures est la production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire la mobilisation d'une très grande quantité d'énergie renouvelable, principalement par la production d'électricité. Donc cette transition énergétique vise à résoudre un problème environnemental global qui est causé par l'utilisation des énergies fossiles. Et dans ce cadre, la mobilisation des énergies renouvelables est entrevue comme un moyen de changer de modèle énergétique vers un modèle dit durable. Donc, de ce point de vue, l'argument écologique est un argument massu et les critiques qui sont pourtant très convaincantes, selon moi, sont très peu audibles et elles émanent de territoires en lutte comme la Massad, mais également au Mexique, il y a un endroit qui s'appelle l'isthme de Tehuantepec, où EDF, mais plein d'autres entreprises multinationales de l'électricité, ont identifié un gisement éolien et sont en train de détruire totalement les lieux de vie et le tissu social d'habitants qui avaient jusque-là réussi à vivre dans un mode différent de la propriété privée et de la pensée capitaliste. Donc c'est par ces énergies renouvelables et par cette transition énergétique que le capitalisme a réussi à défaire des façons de vivre qui avaient réussi à y résister jusqu'à aujourd'hui. Donc quel est le but de ce retour historique ? Ça aurait pu être, comme notamment un historien, Jean-Baptiste Fressoz l'a très bien fait, de dire en fait il ne peut pas y avoir de transition, il peut y avoir que des additions, parce que dans l'histoire il n'y a eu que des additions. Et si on a mobilisé une nouvelle source d'énergie, ça a été toujours une source d'énergie qui s'est ajoutée à une autre. Alors il peut y avoir des rééquilibrages, mais grosso modo, de toute façon, dans le projet du gouvernement, le but c'est pas d'arrêter ni le nucléaire ni le fossile, c'est peut-être de les réduire un petit peu, mais surtout d'ajouter à ce bouquet les énergies renouvelables. Ce que moi je veux montrer avec mon histoire des énergies renouvelables, c'est que depuis la fin du 19e, on pourrait même dater ça au milieu du 19e, il y a un projet de mise en ressources généralisée de la nature par l'utilisation des énergies renouvelables. Et en fait, les ingénieurs se sont vraiment cassé la tête à essayer d'exploiter les énergies renouvelables pour augmenter la disponibilité en énergie des nations. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, là, la transition énergétique, c'est la suite logique de ça, et ça peut en aucun cas prétendre changer quoi que ce soit, en fait. C'est une petite cerise sur le gâteau, et qui a mis du temps à se mettre en place, mais qui a des racines profondes dans l'histoire des énergies fossiles. Donc, alors ça, j'aime bien cet exemple d'aménagement du territoire dans les années 1900. Alors ça, c'est dans les années 40. C'est un ingénieur qui voulait exploiter l'énergie des marées dans tout l'estuaire de la Loire.
pour faire un grand projet de port. C'était pas un aéroport, mais c'était un port contre lequel personne n'a eu besoin de se mobiliser parce que, bon, peut-être c'était pas la période pour faire ça, et en plus, il n'a pas été avéré viable économiquement. Mais dans l'entre-deux-guerres et dans les années 40-50, c'était la mode de la houille bleue et de l'utilisation de l'énergie des marées, de toutes les énergies marines. Et le gouvernement français s'est mobilisé pour exploiter cette source d'énergie sur le territoire, avec tout le projet d'aménagement du territoire qui va avec. C'est juste un exemple. Ces exemples ont été très nombreux. Et ce que donc je voudrais montrer à partir du cas de la France, c'est que les projets, alors que je dis capitalistes, c'est un peu simplificateur, mais enfin, je préciserai un petit peu plus ce que j'entends par là, d'utilisation, d'exploitation des énergies renouvelables, ils sont inhérents au développement de l'économie fossile, que donc depuis le début de la révolution industrielle, ils sont présents dans l'imaginaire des ingénieurs, et je fais même l'hypothèse qu'ils ont contribué à la construction de l'économie fossile. Parce qu'on a toujours eu l'idée que, en fait, qu'on pouvait gratter un peu de l'énergie un peu partout, qu'on y arriverait, et que même si les énergies fossiles étaient épuisables, ce qu'on sait depuis le début, on trouverait d'autres moyens d'augmenter les disponibilités en énergie des nations. Je voudrais aussi montrer, donc ça, c'est pour ça que j'ai un diaporama, je vais vous montrer beaucoup de cartes, que le développement du réseau électrique a façonné les possibilités, plutôt les manières d'exploiter les énergies renouvelables. L'imaginaire technicien a été orienté dans un certain sens depuis la fin du 19e au fur et à mesure de la construction du réseau électrique, donc dans le sens d'un enrôlement des énergies renouvelables dans le réseau, avec une prise en charge croissante par l'État et les industriels de toutes les énergies renouvelables. Et je voudrais aussi pointer le doigt sur un aspect que Jean-Baptiste et Jacques ont évoqué déjà. C'est pas l'aspect guerrier, mais c'est quasiment ça va ensemble. C'est l'aspect colonialiste des projets d'exploitation des énergies renouvelables, avec la mise en ressources des territoires et tous les projets d'aménagement du territoire qui vont avec. Donc tout ça pour conclure que finalement la transition énergétique telle que le gouvernement français la porte actuellement ne peut pas prétendre changer de modèle ou résoudre des problèmes, puisque c'est ce que les ingénieurs aiment faire. Le problème qu'il est censé résoudre, puisqu'en fait il est exactement dans la suite logique de ce qui se passe depuis la révolution industrielle. Donc je disais que la capture des énergies renouvelables, c'est une idée ancienne. J'ai appelé cette diapo la capture des forces naturelles, parce qu'en fait, l'idée d'énergie renouvelable, elle est aussi ancienne que l'utilisation des énergies fossiles, puisque dès qu'on a commencé à utiliser le charbon industriellement, on a su qu'il y avait un problème d'épuisement du charbon, et les ingénieurs donc ont essayé de capturer tout ce qu'ils trouvaient inépuisable, enfin déjà tout ce qu'ils trouvaient à disposition, et tout ce qu'ils trouvaient abondant et inépuisable dans la nature, avec donc cette idée que la machine à vapeur était le convertisseur moderne, le convertisseur qui avait permis de faire rentrer l'Angleterre en premier, mais ensuite les autres pays européens, dans l'ère de la modernité. Donc en fait, les ingénieurs ont cherché à concevoir des machines que j'appelle des convertisseurs, j'y reviendrai après, des convertisseurs primaires qui sont conçus sur le modèle de la machine à vapeur. Alors pourquoi, donc je reviens sur ce que j'entendais par exploitation capitaliste des énergies renouvelables. La machine à vapeur, elle répond à une logique d'accumulation, de productivisme, de travail ininterrompu et de mise en ressources des territoires, tout ça à la fois, par les caractéristiques intrinsèques du charbon, qui est une matière qu'on prend dans le sol et qui donc mobilise des territoires pour son extraction, par ses propriétés physiques qui sont d'être de l'énergie solaire concentrée sur, je n'ai même plus les échelles de temps géologiques qui ont été nécessaires pour concentrer l'énergie solaire dans le sol pour obtenir des énergies fossiles. Donc c'est une logique d'accumulation, de stockage, et l'utilisation du charbon dans la machine à vapeur, c'est la possibilité d'avoir des machines aussi puissantes qu'on veut, implantables où on veut, donc c'est la logique de la délocalisation.
et de façon ininterrompue. Grâce à la machine à vapeur, on peut travailler jour et nuit, ce qui est tout l'inverse des énergies renouvelables et ce que les ingénieurs ont, ou des forces naturelles, ce que les ingénieurs ont identifié donc depuis qu'ils ont commencé à utiliser le charbon. Donc une illustration assez intéressante des tentatives pour utiliser les forces naturelles à la manière de la machine à vapeur. Enfin, je n'ai peut-être pas très bien expliqué, mais du coup, l'idée des ingénieurs, c'était de faire des énergies renouvelables, le semblable du charbon, grâce à la technologie. Donc c'est aussi la confiance dans la technologie et dans le progrès scientifique et technique qui fait qu'on a pensé qu'on pourrait fabriquer du charbon, finalement, ou alors faire l'équivalent de ce que la nature a fait avec le charbon, avec les énergies renouvelables. La première source vers laquelle les ingénieurs se sont tournés, c'était le soleil, avec l'idée qu'on pourrait concentrer le soleil pour obtenir quelque chose de semblable au charbon. Donc c'est ce que dit Gustave Le Bon, un scientifique de la fin du 19e, dans cette citation, que ce n'est pas certes la force qui manque dans ce monde. Grâce au soleil, il y en a partout. Mais celle qui se présente à nous est répartie sur de vastes surfaces, et pour le service de nos machines, elle a besoin, au contraire, d'être accumulée sous des volumes minimes. Or, la houille seule nous présente la force à l'état condensé. En fait, c'est ce qui va être récurrent à partir de ce moment-là, c'est de tenter de stocker, accumuler et transporter toutes les forces naturelles, tout ce qu'on va trouver, tout ce que le soleil met à disposition comme énergie, et la lune aussi avec les marées. Et bon, là, au centre de la Terre aussi avec la géothermie. Enfin bon, tout ce qu'on peut réussir à exploiter. Donc finalement, le modèle type de machine que les ingénieurs se sont cassés la tête à inventer depuis la fin du 19e, c'est la machine qui maîtrise le temps et l'espace et qui met au pas la société et l'environnement dans le but d'une production permanente et maximale. Et donc il y a eu une dévalorisation de toutes les autres machines, de tous les autres convertisseurs qui ne répondaient pas aux caractéristiques de la machine à vapeur, donc puissance, aspect délocalisable et fonctionnement permanent. Les énergies renouvelables, à l'inverse, sont intermittentes, dispersées dans l'espace. C'est des énergies de flux, on a du mal à les attraper, mais peut-être que la technologie permettra un jour de les attraper comme la nature a réussi à attraper le charbon, enfin le soleil dans le charbon finalement. Donc, ah oui, peut-être ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette expression de force naturelle, c'est un quasi-synonyme d'énergie renouvelable qui était largement utilisée dès la fin du 19e et qui désigne un ensemble de sources d'énergie, donc le vent, les marées, les vagues, le soleil, les gradients naturels de température aussi. Et les ingénieurs leur confèrent un aspect abondant, illimité. Donc ça, c'est l'aspect positif et c'est pour ça qu'ils essayent de les utiliser, mais dispersés, variables, imprévisibles et de flux. Donc ça, c'est l'inconvénient que la technologie doit pouvoir... les inconvénients que la technologie doit pouvoir pallier. Donc là, je vous ai montré quelques machines que les ingénieurs ont inventées, construites ou pas. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'inventions, beaucoup d'expérimentation et assez peu de réalisations finalement. Donc pour revenir sur la motivation de ces ingénieurs depuis la fin du 19e à mettre au point ces machines, alors là c'est vraiment un pot pourri de tout le 20e siècle. Enfin, même, le convertisseur de gauche, c'est un convertisseur solaire de la fin du 19e. Donc les ingénieurs étaient motivés par donc la volonté d'une production toujours accrue de biens et de services, par le fait que la puissance d'une nation, c'est, que plutôt la consommation d'énergie, c'est la mesure de la puissance d'une nation, à partir du 19e. Il y a la crainte de l'épuisement du charbon et aussi la conscience que le charbon est mal réparti sur Terre et que si on veut être une nation forte, il faut trouver d'autres sources d'énergie. Et donc la confiance dans la marche du progrès technique et de ses bienfaits. Tout ça, c'est des constantes dans l'histoire auxquelles s'est rajouté très récemment l'aspect écologique. Donc on voit que c'est une petite poussière sur sur quelque chose qu'on peut excaver depuis le 19e pour parler d'archéologie. Voilà, avec cette idée donc que l'inutilisation de ces sources d'énergie, c'est un gaspillage, que les usages traditionnels sont des mauvais usages ou des usages archaïques parce qu'ils ne permettent pas de tirer un profit maximal de l'énergie.
Et donc ce jugement sur d'autres usages qui ne seraient pas des usages modernes de l'énergie, ça permet de légitimer l'entreprise de modernisation et la recherche de l'aménagement du territoire où des gisements d'énergie sont identifiés. Donc j'ai maintenant passé à un panorama de ce qui s'est passé en France en montrant d'une part comment le réseau électrique a façonné l'inventivité des ingénieurs et d'autre part comment l'exploitation des énergies renouvelables s'est systématiquement greffée à un projet colonial. Donc pour commencer, ma thèse, j'avais commencé à la fin du 19e parce que c'est le moment où on réussit à transformer l'énergie hydraulique en électricité. Et c'est donc le moment où l'électricité permet de faire de rendre aux énergies renouvelables ce que le charbon avait et qu'elle n'avait pas, c'est l'aspect délocalisable. En fait, à partir du moment où on a pu transporter la force avec des fils, c'était la possibilité de moderniser l'ensemble des forces naturelles. Ça a été possible pour l'hydroélectricité. Les ingénieurs ont essayé de faire la même chose avec d'autres sources d'énergie, notamment les marées et le vent. Et ce qui est intéressant dans ce discours d'ingénieur, j'aurais peut-être pas le temps de le lire. Je voulais vous montrer ce discours-là parce qu'il montre l'idée que le territoire est un vaste gisement d'énergie et que grâce à l'électricité, on va pouvoir trouver à chaque endroit du territoire une source d'énergie à exploiter et que le réseau interconnecté permettra un jour de faire profiter l'ensemble de la population française de cette énergie bienfaisante. Il parle même de socialisme dans cette citation. Donc en fait, à partir du moment où les premiers réseaux électriques sont apparus, l'imaginaire des ingénieurs a été complètement capturé par la possibilité de moderniser déjà des usages anciens comme les marées, le vent et toute la petite hydraulique, et aussi d'exploiter de nouvelles sources d'énergie. Je voulais vous montrer aussi qu'au départ, l'électricité, c'était pas que les câbles et c'était pas que le transport à distance par le réseau. Les ingénieurs ont eu d'autres idées pour accumuler l'énergie et c'était le cas alors je sais même pas s'il était ingénieur lui, mais il avait beaucoup d'argent en tout cas, c'était un noble, le duc de Feltre. Et arrivé à la retraite, il a eu l'idée de produire de l'électricité pour le bien de la nation française grâce à l'énergie éolienne. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'était, donc comme l'explique cette citation, que des gens arrivent avec leurs petits accumulateurs électriques jusqu'en bas de l'éolienne, enfin du moulin électrique plutôt, et qu'ils arrivent avec leur accumulateur vide et qu'ils repartent avec leur accumulateur comme on va chercher une bouteille de lait. Donc c'était une autre tentative pour capturer le vent pour des usages modernes. Bon, le fait est que c'est pas ce mode d'utilisation de l'électricité qui l'a emporté. Il y a eu beaucoup d'autres. Il y avait un imaginaire assez foisonnant à la fin du 19e qui a été orienté donc vers le réseau au fur et à mesure de sa construction. Ah oui, je voulais faire un petit parallèle colonial. La fin du 19e, c'est aussi un regain dans le colonialisme français, avec notamment la colonisation de l'Afrique du Nord. Et les premières machines alimentées par l'énergie solaire ont été inventées à la fin, dans les années 60, par des ingénieurs français, par un ingénieur français, et à sa suite par un autre ingénieur français, Charles Tellier, là, qui a inventé la machine solaire que vous voyez à l'écran. Et à chaque fois, ils ont inscrit ce projet dans un projet colonial. Donc là, le but de Tellier, c'était la conquête pacifique de l'Afrique occidentale par le soleil. Donc lui, ce qu'il imaginait, c'était parsemer tout le trajet du chemin de fer transsaharien, qui est aussi un très vieux projet. Le chemin de fer transsaharien, son but, c'était de transporter toutes les ressources primaires de l'Afrique jusqu'en Europe pour que l'Europe les transforme et qu'ils le revendent ensuite dans le monde entier. Donc c'était une manière d'extraire. L'énergie solaire devait permettre de fertiliser les déserts en pompant l'eau du sous-sol. Elle devait alimenter tous les trains qui arrivaient dans les gares du chemin de fer transsaharien et acheminer les richesses jusqu'à l'Europe.
Alors ça semble drôle, mais en fait, ce genre de projet est complètement récurrent. Et à chaque fois, ça change un peu de forme en fonction du contexte politique. Donc là, le but, c'était la conquête pacifique de l'Afrique occidentale. Pourquoi pacifique? Parce que forcément, les indigènes ou les personnes qui habitent là-bas devaient être convaincus de la nécessité de la présence des Occidentaux par les bienfaits que leur apportait l'énergie solaire. Donc, la suite de l'utilisation des énergies renouvelables en lien avec l'énergie électrique. Pendant la première moitié du XXe siècle, le réseau électrique s'est développé selon la logique d'une ramification, enfin, d'une densification et d'une centralisation. Donc, on voit son état dans les années 1930. Et donc, la logique au départ était de construire le réseau autour des sources d'énergie primaires. Donc en l'occurrence, il s'est développé autour des ressources en charbon et en hydroélectricité. Et donc le développement a été assez fort dans les années, notamment à partir des années 1910. Et les ingénieurs, en regardant cette carte dans les années 1920, ont constaté qu'il y avait un gros trou dans le nord-ouest de la France. Et c'est ce qui leur a donné l'idée d'utiliser l'énergie des marées pour compléter ça. Donc c'est ce qu'on voit sur ce schéma. À droite, c'est les projets d'aménagement qui ont été portés par le gouvernement français pour pallier au manque d'électricité dans le nord-ouest de la France. Donc là, il y a déjà une logique de complémentarité spatiale qui se noue et l'idée que le projet formulé par Gustave Le Bon à la fin du XIXe siècle est déjà bien mis en œuvre. Donc, la majorité de ces projets vont échouer et tout ce qu'il en reste, c'est l'usine marémotrice de la Rance qui a été inaugurée en 1966. Elle est issue de cette effervescence pour l'utilisation des marées. Ah oui, ce qui est marrant, c'est qu'ils appelaient ça la houille bleue à l'époque. L'idée, c'est que la houille, c'est le nom du charbon de terre. En France, on n'a pas de houille noire, mais on a de la houille blanche et de la houille bleue. La houille blanche, c'est l'énergie hydroélectrique. La houille bleue, c'est les énergies marines. Donc il y a une carte comme celle-là aussi qui a été dessinée à l'époque, qui montrait que dans le nord-ouest de la France, il fallait construire des usines marémotrices partout. Alors dans le sud-est, il pensait, c'est un ingénieur qui a fait cette carte, c'est pas le gouvernement. Lui, c'était l'inventeur d'une usine houlomotrice, une usine qui exploite l'énergie des vagues. Donc, il voulait mettre des usines houlomotrices partout dans la Méditerranée et des usines marémotrices partout sur le littoral atlantique et de la Manche. Ces grandes idées n'ont pas donné beaucoup d'autres applications que l'usine de la Rance. Puisqu'on en est à l'époque des houilles colorées, il y a certains auteurs qui parlent d'un arc-en-ciel des houilles sur la période. Donc là, sur la colonisation, il y a eu, ça allait bon train, hein, les houilles colorées sur l'ensemble du globe. Et on en voit un exemple là, c'est un ingénieur qui voulait implanter des usines de son invention partout dans le monde. Et donc il a fait une carte qui montre où est-ce qu'on pourrait les implanter. Donc partout dans le pôle Nord et puis partout dans des territoires notamment où il y a des colonies françaises. Et donc lui, son but, c'était de pouvoir exploiter toutes les ressources de ces territoires qui n'étaient pas encore exploités. Il avait une audience parmi les ingénieurs et notamment à l'Académie des sciences. Donc il s'appelait Henri Barjot, mais il était pris très au sérieux à l'époque. La houille blanche, c'est l'énergie des chutes d'eau de montagne et des rivières. Enfin, ils l'ont aussi appelé houille verte, l'énergie des rivières, mais grosso modo, c'est l'énergie des chutes d'eau et des rivières. La houille d'or, c'est le soleil, ouais. Ouais, carrément. Je pense que vous avez un peu compris l'idée. Il y a eu un peu la même chose après la Seconde Guerre mondiale. Le réseau s'est développé encore plus et EDF, il s'est développé encore plus centralisé. EDF est apparu et cette fois-ci, ils ont voulu utiliser le vent, donc ils ont fait une carte de complémentarité saisonnière du vent. Grâce à l'électricité, on allait pouvoir gérer les intermittences. Donc il y a eu des essais, beaucoup de tests sur des aérogénérateurs, mais qui n'ont pas donné lieu à des applications parce que le programme nucléaire est arrivé dans les années 60 et que ça répondait beaucoup plus à l'idéal de la puissance à l'époque. Donc ils ont mis le paquet sur l'énergie nucléaire en gros et ils ont abandonné tout ce qui était éolien et marée.
Bon, ça c'est une cartographie de l'énergie solaire par l'université de Dakar, par Henri Masson, un chercheur à l'université de Dakar, donc qui voulait multiplier aussi les installations solaires pour. Alors là, c'était dans la rhétorique de l'aide au développement, c'est quelque chose de nouveau après la guerre, mais c'est une autre façon d'être, de coloniser les territoires et les imaginaires finalement. Dans les années 80, là c'est la DATAR, c'est-à-dire la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, c'est ça, qui promouvait, enfin c'est pas la DATAR, mais le gouvernement français promouvait une politique des énergies nouvelles, c'est-à-dire en particulier de l'énergie géothermique et de l'énergie solaire. Et sur cette carte, ils essayent de faire de la com en montrant que grâce à cette politique, chaque région aura la source d'énergie qui lui est appropriée. Il y aura des spécificités régionales. Alors qu'en fait, à l'époque, il y avait de l'argent qui était donné pour l'énergie solaire et l'énergie géothermique, mais c'était décidé au niveau national et c'était décliné exactement de la même façon dans toutes les régions. Donc en fait, il s'agit plutôt d'une période de déterritorialisation des énergies renouvelables que l'inverse. Et ce qu'on ne voit pas sur cette carte, c'est le réseau nucléaire, en fait, qui parsème toute la France. Et la politique des énergies nouvelles, ça vient à un moment où il y a un encouragement à la consommation d'électricité. Or, les installations qui sont promues par le gouvernement ne sont pas des installations électriques. Bref, il y a quelque chose d'un peu hypocrite. La politique des énergies nouvelles, c'était surtout pour calmer les écolos qui étaient contre le nucléaire. Une dernière carte un peu marrante, c'est une carte qu'on peut trouver sur le site de la Commission de régulation de l'énergie, qui fait une mise en ressource de tout le territoire européen. Donc ça va très bien avec le projet porté par l'Union européenne de transition énergétique. C'est un genre de projet qu'on a pu voir apparaître après les années 90 et le tournant néolibéral de l'énergie. En fait, dans les années 90, tous les réseaux électriques ont été privatisés et libéralisés. Et en même temps, avec le réchauffement climatique qui est devenu un problème public, reconnu par les gouvernements, il y a un marché de l'électricité renouvelable qui est apparu. Et c'est de cette vague-là que vient le projet de transition énergétique actuel et qui fait qu'on veut transformer l'Aveyron en gisement d'énergie éolienne. Le but de ce tournant, avec ce tournant plutôt, on arrive à un territoire européen complètement homogénéisé avec un ensemble d'énergies renouvelables. Bon là, ils imaginent donc des spécialités régionales. Et en fait, comment est-ce qu'on peut voir un changement avec toutes les cartes que je vous ai montrées? C'est juste la suite logique de ce qui se passe depuis la fin du 19e siècle. Voilà, avec la transition énergétique, il n'y a pas grand-chose qui change à part cet aspect écologique, pseudo-écologique qui est un argument difficile à défaire. Donc, pour conclure, je n'ai pas parlé beaucoup des autres formes d'exploitation des énergies renouvelables, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres projets, et aussi il y avait des usages qui existaient avant que le réseau électrique s'implante sur les territoires. En fait, tous ces usages et toutes ces inventions ont été marginalisés et dans les territoires et dans les imaginaires au fur et à mesure du développement du réseau. Les convertisseurs non connectés au réseau ont été de moins en moins nombreux donc dans les propositions des ingénieurs. Mais aussi, on peut dire que jusque l'entre-deux-guerres, il y avait des pompes éoliennes dans les campagnes. Enfin, il y avait des éoliennes de pompage dans les campagnes françaises. Et que dans l'entre-deux-guerres, elles ont toutes été remplacées par une connexion au réseau. Qu'il y avait des moulins à marée jusque dans les années 50, peut-être même un peu plus tard. Bon, dans les années 60, il n'y en avait plus. Enfin, il y avait les derniers en tout cas. Bref, il y avait encore des moulins à marée qui ont été remplacés par le réseau électrique à ce moment-là aussi. Et c'est des choses qui ont été assez peu fouillées historiquement. Mais en fait, il y avait encore plein d'usages qui ont été balayés par le réseau électrique et une forme de dépendance à quelque chose qui dépasse les localités.
Une des raisons de l'abandon de toutes ces techniques, c'est l'imaginaire de la puissance, l'imaginaire de l'interconnexion dont Jean-Baptiste parlait tout à l'heure, mais aussi la pensée comptable dont Jacques parlait, qui a été adoptée par les acteurs de l'énergie et qui a régi petit à petit tous les usages de l'énergie. C'est penser en termes de kilowattheure, en termes de francs par kilowattheure, d'euros par kilowattheure, et qui fait qu'on peut considérer que des choses qui sont homogènes et qu'on peut intégrer dans un réseau et en plus qui serait compétitif économiquement. Donc cette homogénéisation concerne la production, mais aussi les usages finaux. Et donc il y a une homogénéisation des façons de vivre qui est assez inquiétante. Donc une question, c'est comment faire pour sortir de ça. Je sais pas. Il faut réussir à sortir de l'imaginaire de la machine fossile déjà, parce qu'on voit que tout ce que vous avez montré là, ces machines, on est complètement imprégné par l'imaginaire thermodynamicien, l'imaginaire qui considère l'énergie et la puissance comme la chose qui fait la valeur d'une technique de l'énergie. Et puis, pourquoi ne pas penser les techniques de l'énergie en dehors de l'énergie aussi. Jean-Baptiste parlait tout à l'heure du fait que le moulin et l'éolienne électrique, ça n'a rien à voir. Effectivement, un moulin, on ne peut même pas dire qu'il est inséré dans un système énergétique, comme beaucoup d'historiens aiment dire. Ils aiment bien parler de système énergétique depuis des siècles. Mais en fait, le système énergétique, il a été construit depuis pas très longtemps. Et peut-être qu'on peut penser les synergies entre la transformation de l'énergie et les techniques différemment de la notion d'énergie finalement. Donc ça demande aussi de se défaire de la pensée gestionnaire. Et bon, après les propositions sont compliquées à formuler. Je vais m'arrêter là.